Bonsoir tout le monde. Bonsoir donc Simon qui est avec nous ce soir. Donc déjà, je me présente. Donc je suis Cécile Munch, chargée de développement au comité départemental des clubs alpins dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Donc en fait, on est l'organe départemental de la Fédération française des clubs alpins de montagne. Bonjour. Il y en a qui sont contents de voir des Pyrénéens, des Paloises. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on vous remercie tous bien, car vous êtes très nombreux à nous suivre depuis les premiers épisodes, depuis le début de ce webinaire. Donc simplement un petit mot pour recontextualiser comment ce webinaire a été mis en place. Le contexte actuel que vous connaissez tous nous a obligés à annuler quand même pas mal de manifestations tout au long de l'année dernière et aussi cet hiver, notamment par rapport au ski de randonnée. On est quand même de plus en plus nombreux en montagne, vous êtes de plus en plus nombreux à vous mettre au ski de randonnée. Et donc, on s'est dit qu'il fallait continuer ça nous semblait nécessaire de nous adapter, de pouvoir garder un lien avec toute la communauté de ski de randonnée, de pratiquants, de pouvoir échanger, de pouvoir éventuellement vous donner de l'information. Et puis, un certain nombre de recommandations aussi. Du coup, la Fédération française des clubs alpins et de montagne a mobilisé ses partenaires, donc des équipementiers comme Millet, Dynafit, Petzl, on va en parler ce soir. Voilà, il y a différents territoires de pratique qui étaient avec nous et qui vont l'être aussi sur les prochains webinaires, à savoir Arèche-Beaufort, Puigmal, voilà, on a l'ANENA qui va intervenir, le PGHM, voilà, donc de nombreux partenaires. Pour pouvoir répondre à une question qui est assez vaste, c'est comment débuter le ski de randonnée. Donc pour cela, on a 10 épisodes qui sont prévus tous les mardis et tous les jeudis soirs du mois de février sur des thématiques bien particulières, bien spécifiques. Et ce soir, on va répondre à une question, sachant que les premiers, donc on est le 5e épisode, les premiers épisodes, voilà, on a pu voir les différents types de pratiques. Vous savez à peu près comment, vers quel type de ski vous pouvez vous tourner, quel type de chaussures vous pouvez choisir, comment vous habiller. Et ce soir, on a fait appel donc à Simon Duvernay, qui est avec nous, pour répondre à une question, c'est quel matériel emporter pour une ski de randonnée dans vos sacs à dos. Voilà, donc en quelques mots, Simon, si tu veux, je peux te présenter et tu me corriges surtout si je me trompe. Merci. Donc je crois que Simon a fait ses armes au club alpin depuis tout jeune, dans les écoles d'escalade. Il est passé par l'équipe espoir des jeunes alpinistes en Savoie, me semble-t-il. Oui. Il a fait partie du groupe Excellence d'Alpi au niveau national. Tout ça pour toi, je crois que ça a été un vrai tremplin vers des voyages, vers l'aventure, vers la pratique de la montagne autour du monde. Donc, c'est assez naturellement qu'ensuite tu t'es tourné vers le métier de guide haute montagne. Voilà. Il a aussi fait partie de la team Petzl. Et puis en parallèle, il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a fait un master d'ingénierie et d'ergonomie du sport. Donc le matériel, il connaît bien. Il a travaillé près de 10 ans auprès d'équipementiers, notamment dans le développement de produits. Voilà. Et puis plus récemment, tu as intégré le PGHM dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Oui, voilà, c'est bien ça. Donc, en résumé, je crois que c'est une des bonnes personnes qui peut répondre à notre question de ce soir. Donc, quel matériel emporter pour une sortie de ski de rando? Voilà, donc je vais tout de suite laisser la parole à Simon. En attendant, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et on se retrouve à la fin de sa présentation pour pouvoir essayer d'y répondre du mieux possible. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. À toi, Simon. Bonsoir à tous, merci Cécile pour la présentation. Et ben voilà, on est parti, le PowerPoint est en place. Le thème du soir, comme vous l'a dit Cécile, c'est quel matériel emporter pour une sortie de ski de randonnée. On se parle ici, voilà, on va ici décrire tout ce qu'on va voir ce soir. Tout d'abord, quel sac choisir, quel fond de sac. Là, on ne se parle pas de ce qu'on met au fond du sac, mais bien de ce qu'on doit avoir à chaque fois lors d'une sortie de ski de randonnée. Ensuite, les protections qu'on va prendre contre le froid, contre le vent, contre le soleil. On va faire un point navigation et communication, même si ce sera par la suite le sujet unique d'un webinaire qui sera le 2 mars. Et on va faire aussi, on va réfléchir par rapport au port du casque.
Faut-il ou non porter un casque quand on fait du ski de randonnée et s'il faut le porter, dans quel cas? Et on terminera avec les vivres de course. On va passer maintenant au contexte pour bien s'assurer, pour être sûr qu'on parle de la même chose. On se parle d'une sortie de ski de randonnée à la journée. Il n'y a pas de nuit en refuge. On se parle d'une sortie hors zone glaciaire. On ne va pas parler de matériel, disons, lié au glacier, aux crevasses, etc. Et on se parle aussi d'une sortie où on n'a pas des pentes extrêmes, on ne fait pas de la pente raide. On est sur à peu près moins de 30 degrés ou quelques passages à 30 degrés. Tout d'abord, quel sac à dos choisir? Quel sac à dos choisir? Il y a un premier choix à faire, c'est un sac à dos airbag ou pas. L'avantage d'un sac à dos airbag, c'est évident, hein, c'est une sécurité supplémentaire lors de vos sorties en cas d'avalanche. Les inconvénients, c'est tout d'abord 1 à 2 kilos en plus par rapport à un sac, au même sac sans le système airbag. C'est aussi un prix 5 à 10 fois supérieur au sac qu'on trouve dans le commerce sans airbag. Mais voilà, ça peut vous sauver la vie. Il y a un choix à faire déjà à ce niveau-là. Niveau du volume, je recommande 30 litres. Pour moi, pour une sortie à la journée, ça fonctionne bien. On va chercher à avoir un sac le plus léger possible. Ça, c'est évident. Quand on fait du ski de randonnée, il va falloir porter le matériel à la montée et également skier avec à la descente, donc qu'il soit le plus versatile possible, le plus léger possible. Et idéalement, s'il peut avoir un compartiment dédié aux éléments de sécurité que sont la pelle et la sonde, c'est un plus parce qu'on pourra les sortir rapidement sans faire tomber le reste du contenu de notre sac. Je profite là, je fais juste une petite parenthèse. Je vais souvent parler d'accidents, de ce qui pourrait mal tourner. Mais finalement, c'est comme le DV appel sonde, le triptyque bien connu. On en parle tout le temps. On espère ne jamais s'en servir. Là, c'est la même chose. Je vous parle tout de suite, là, on parle de sac à dos. Je vous parle de pouvoir sortir rapidement votre pelle et votre sonde. Bon, on espère que vous n'aurez jamais à le faire. Hein. Voilà. Et c'est vrai que du fait de mon métier actuel en tant que secouriste, j'ai une petite déformation de ce côté-là. Voilà. C'était la petite parenthèse pour être clair à ce sujet. On peut continuer sur le fond de sac. Le fond de sac. Donc là, on va voir vraiment ce qu'on met au fond de notre sac et qui y reste, quoi qu'il arrive. La photo est un tout petit peu trompeuse. J'ai rajouté des vêtements, j'ai rajouté quelque chose en plus. Ce qu'on voit sur la photo, c'est ce qu'il y a dans mon sac quand je commence à monter, à monter en ski de randonnée. Pour le fond de sac, on va commencer par quelque chose qu'on ne met pas dans le sac. Ok, je suis peut-être un peu foiré sur ce coup-là. C'est le DVA qu'on va mettre au plus proche. Vous l'avez déjà vu dans les épisodes précédents. Et donc, soit avec le système qui est prévu par le fabricant, soit dans une poche fermée avec une fermeture éclair. La pelle, la sonde, on en a déjà parlé aussi. Un couteau. Moi, j'aime bien avoir un couteau. Ça fait partie des outils qui permettent de bidouiller, de s'en sortir quand quelque chose ne va pas bien. Donc, soit on peut prendre un couteau léger type Spata de Petzl, soit il y a les options multifonctions, les couteaux qui vont faire pince, qui vont faire tournevis, qui peuvent aussi se rendre utiles dans ce genre de sortie. Et puis, on va continuer avec encore des couteaux. Mais cette fois-ci, on parle des couteaux pour les skis. Moi, je les prends à chaque sortie. Je me suis déjà retrouvé dans des situations compliquées en voulant être quelques grammes plus léger. Donc maintenant, c'est au fond du sac, quoi qu'il arrive. Du fart. Du fart pour les pots et pour les skis. Alors moi, j'aime bien, j'ai mon petit stick de fart Coltex, donc c'est fait pour. Là, je vais juste vous montrer avec un pain de fart classique. Je ne sais pas si on voit encore. Hop. Est-ce qu'on voit? Oui, si je me vois. Si vous commencez à avoir de la neige qui va coller sous le ski, par exemple, ça peut arriver quand on passe d'une neige humide à une neige sèche, et ben, vous pouvez venir frotter un morceau de fart comme ça, dans le sens des poils, sinon vous risquez d'abîmer la peau. Et ça permet de faciliter la glisse.
Moi, j'aime vraiment bien, c'est hyper léger. J'aime bien en avoir un dans mon sac ou dans une poche facile d'accès. Surtout au printemps, parce que c'est là où on a les neiges les plus humides. Et en fait, ce qui fait que la neige va commencer à coller sur la peau, c'est qu'elle est imbibée, c'est que la peau est imbibée d'eau. On passe au tape, un rouleau de tape. Le mieux pour moi, ça reste le tape blanc que vous allez trouver en pharmacie, celui que vous pouvez utiliser quand vous avez mal au doigt en escalade. Vraiment celui-ci, le classique, parce que dans les situations que j'ai pu expérimenter, c'est celui qui a le mieux marché, même par rapport à un tape, comme on appelle des fois un scotch américain, vous savez, le scotch gris. Ce scotch gris, il est costaud, mais en situation humide et froide, il a tendance à moins bien coller, voire à pas coller du tout. Là où le tape classique blanc, pour moi, il a toujours été à la hauteur. Donc, soit en enrouler un petit peu autour d'un bâton, soit avoir un petit rouleau avec soi dans le sac. Une couverture de survie. Donc, voilà, c'est en cas d'accident pour isoler la personne du froid et pour être visible par les secours. Une petite pharma. Pour la pharma, moi, je me concentre sur 3 éléments. C'est vraiment une petite pharma. Je vous montre une pharma. Moi, ça prend, vous le voyez là, ouais, ça prend vraiment juste ça. Dedans, j'ai quelques pansements contre les ampoules. J'ai de quoi désinfecter une coupure qu'on se ferait par exemple avec l'écart de nos skis. Et j'ai de quoi j'ai des antalgiques en cas de chute, en cas de vraiment quelqu'un qui se fait mal pour pouvoir le soulager si les secours ne peuvent pas venir tout de suite. J'en étais aux petites pharma, oui. Porte-monnaie. Un porte-monnaie avec du liquide. Ça peut être simplement pour le confort. Je ne sais pas, au cours de notre journée, on passe à côté d'un refuge et on peut se payer une petite bière ou un bon plat de pâtes. Mais pour moi, ça rentre dans les éléments de sécurité parce qu'on peut se retrouver à un endroit où c'est le seul moyen pour acheter je sais pas, des piles pour son DVA ou un peu de nourriture alors qu'on n'en a plus. Donc, je recommande de toujours avoir un peu de liquide sur soi quand on fait du ski de randonnée. Et une frontale de secours. J'ai toujours la petite bindi de Petzl. C'est vraiment, je ne sais plus combien de grammes ça fait, mais c'est rikiki, ça prend pas de place. Et notamment en début de saison, avec les journées qui sont courtes, quand on sort en décembre, ça peut être bien utile quand on se fait surprendre en fin de journée. Et enfin, alors j'ai un saucisson qui est apparu sur l'écran. Qui c'est qui écrit ça? Et enfin, voilà des sacs étanches. Ça, c'est en option. Sac étanche, c'est vraiment en option. Mais si vous partez qu'il y a mauvais temps prévu, ça peut être bien. Moi, j'ai la marque OR qui fait des petits sacs étanches et souvent, je mets le matériel de sécurité à l'intérieur. C'est tout pour cette diapositive. Voilà, les protections contre le froid, le vent et le soleil. Alors là, c'est ma copine. Je ne sais pas si elle va être contente que j'ai choisi cette photo, mais on voit qu'elle est bien protégée. Elle a un buff, elle a des lunettes au moins catégorie 3. Voilà, on voit qu'elle a la tenue, disons, de grand froid. C'était en Sibérie d'ailleurs. Protection contre le froid, le vent, le soleil. On va reprendre juste rapidement les vêtements, mais vous avez eu tout un webinaire dédié à ça avec nos partenaires de chez Millet, donc j'imagine que vous êtes calés. Un pantalon, bien sûr, le système 3 ou 4 couches avec soupule polaire, doudoune, veste imperrespirante. Ensuite, 2 paires de gants. Moi, j'ai toujours 2 paires de gants, une fine pour la montée et une plutôt chaude, plutôt épaisse pour la descente. 1 ou 2 tours de cou, c'est pas lourd et c'est agréable. Un bonnet, j'ai tout le temps un bonnet. Une casquette, là, c'est moins obligatoire, c'est plus quand il fait chaud et ça se porte bien sûr qu'à la montée. Et le casque, on va en parler plus longuement par la suite. Une paire de lunettes, catégorie 3. Catégorie 3, c'est vraiment un minimum. C'est 3 ou 4. Comme vous savez, la neige a tendance à renvoyer les rayons du soleil et à être dangereux pour les yeux. Un masque de ski, moi j'aime bien. Je fais du ski de rando parce que j'aime bien descendre en ski de rando. Alors là, il y a différents pratiquants. Moi, ce que j'aime bien, c'est la descente. Et pour bien descendre, pour moi, il faut avoir un masque pour bien voir.
Mais c'est pas non plus quelque chose d'obligatoire. Si on a une bonne paire de lunettes, ça marche. Et puis de la crème solaire. Ça fait partie des éléments de sécurité. On peut voir sur l'image qu'il faut bien s'en mettre jusqu'au bout des oreilles. C'était ma vengeance personnelle, vu que j'avais mis une image de ma copine un peu ridicule, j'en suis mis une aussi. Et voilà, c'était tout pour la crème solaire. Le point navigation. C'est pas le thème du webinaire, je sais, mais ça fait quand même partie des choses hyper importantes à avoir dans le sac. Honnêtement, en secours, ça fait, je pense, que c'est la majorité des gens qui nous appellent, c'est parce qu'ils sont perdus. Et aujourd'hui, on a des outils qui permettent de se localiser et de ne pas se perdre ou de moins se perdre. Donc, il faut les utiliser, il faut les emporter. Tout d'abord, le smartphone, bien chargé. Dans ce smartphone, une application GPS avec les cartes déjà téléchargées. C'est important qu'elles soient téléchargées parce que la plupart du temps, vous ne capterez pas lorsque vous sortirez en ski de randonnée. Il y aura un épisode, une fois de plus, dédié à ça le 2 mars. Savoir transmettre sa position GPS au secours. Ça, c'est pareil, si vous arrivez à le faire. On a fait un petit tuto sur Insta, l'Insta du PGHM06. C'est dans les vidéos IGTV, vous pouvez aller voir, il y a vraiment tout qui est écrit en fonction de la marque de votre téléphone. Et nous, ça nous fait gagner du temps, ça nous permet d'envoyer plus rapidement les secours et de ne pas vous chercher trop longtemps dans la montagne. Prévenir un proche, ça c'est hyper important, ça ne mange pas de pain, c'est vraiment quelque chose, une habitude à prendre. Et si possible, prévenez vos proches par écrit, c'est-à-dire un SMS, rien qu'un SMS disant « j'ai prévu d'aller là, je suis parti à telle heure, je devrais rentrer vers telle heure ». Ça, une fois de plus, je vais parler de secours, mais parce que c'est mon quotidien, on a des gens qui nous appellent « Ah oui, il m'a dit qu'il allait dans telle montagne, je ne sais plus exactement où c'est, je ne sais pas exactement à quelle heure il est parti. » Voilà, et nous, derrière, on a beaucoup plus de mal à localiser les personnes. Pour vous aider, il y a une application qui s'appelle Safe, qui est encore en cours de développement, qui va sortir le 20 février, si mes souvenirs sont bons, qui permet de faire ça facilement en fait. C'est pour vous simplifier la vie, c'est l'équivalent du SMS. Dessus, vous appuyez sur la carte, ça vous fait un parcours plus ou moins succinct de ce que vous avez prévu de faire. Vous rentrez une heure de retour prévu. Et si vous ne rentrez pas à l'heure, l'application se chargera d'appeler votre contact de sécurité prédéfini à l'avance, qui lui fera le choix d'appeler les secours ou pas en fonction de ce qu'il sait de votre situation. Enfin, une batterie externe. Batterie externe, moi j'aime bien en avoir une, j'en ai toujours une. Ça me permet de recharger ma frontale ou mon téléphone. Et la journée, c'est vrai que c'est discutable, mais voilà, moi j'ai pour habitude de l'avoir quand même dans mon sac à chaque fois, cette batterie externe. Le sujet épineux, faut-il porter un casque? On va voir qu'il y a finalement 3 raisons de porter un casque quand on fait du ski de randonnée. Alors, pour être clair, ce soir, je ne vais pas vous dire le casque, c'est comme le DVA, vous devez tout le temps l'avoir. Ce que j'aimerais, c'est attirer votre attention sur une réflexion par rapport au casque. Savoir si vous avez intérêt à le prendre ou pas pour telle ou telle sortie. Alors, on va passer en revue les risques qui existent lorsqu'on fait du ski de randonnée. On va commencer par la chute à la montée. La chute à la montée, c'est quelque chose souvent qu'on élude parce qu'on se dit que ça va doucement, qu'on maîtrise, qu'on va voir les choses arriver. Et par expérience, eh bien, on peut se faire avoir quand on monte en ski de randonnée. Des fois, on arrive sur des plaques de glace, c'était pas prévu. On n'a peut-être pas mis les couteaux assez tôt. Et c'est quelque chose à avoir en tête. On peut aussi chuter à la montée. On va voir maintenant le deuxième facteur, la chute de pierre. Les chutes de pierre, ça peut arriver à la montée, ça peut arriver à la descente. Uniquement, évidemment, dans des endroits qui sont raides et rocailleux. Mais c'est quand même quelque chose qui arrive en ski de randonnée parce qu'on est dans un terrain... on est dans un terrain qui est, je dirais, hors station, qui n'est pas sécurisé. On va voir le dernier élément qui peut faire pencher la balance pour le port ou non du casque, c'est la descente. Alors là, c'est évident, hein, je ne vous fais pas un dessin, c'est comme en freeride, c'est comme en ski de piste. À la descente, on va vite.
on aime bien aller vite, on aime bien peut-être faire des sauts, passer au ras des sapins parce que c'est rigolo. Et par contre, voilà, évidemment, ça rajoute des risques. Il y a des cailloux qui peuvent être cachés sous la neige. Et en cas de chute, ça peut être bien de mettre un casque, surtout si on est dans des terrains où il y a des rochers ou des arbres. Ok, donc là, c'est juste pour les 3 éléments qu'on a vus avant. Ce que je voulais bien vous expliquer, ce que je voulais bien présenter, pas la science infuse, hein, c'est vraiment une méthode de réflexion. C'est on peut tomber à la montée, on peut être victime d'une chute de pierre à la montée comme à la descente, et on peut tomber à la descente sur un caillou, sur un arbre. Si vous faites une sortie de ski de randonnée dans un endroit que vous connaissez, vous savez, c'est pas raide. Vous savez que la neige, elle est poudreuse. Vous savez qu'il n'y a pas de rocher au-dessus de votre itinéraire de montée. Bon, à la montée, le casque, il ne sert à rien. C'est pas un automatisme. Et si vous savez qu'en plus, par exemple, à la descente, une fois de plus, ça ne va pas être raide, et que dessous, c'est de l'alpage, vous connaissez très bien cet endroit, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de rocher, dans ce cas-là, peut-être que le casque, honnêtement, il va plus vous embêter qu'autre chose et qu'on n'est pas obligé de le prendre. Mais par contre, s'il y a un des trois éléments de sécurité, un des trois facteurs de risque qui se présentent, soit une pente raide à la montée, soit une chute de pierre potentielle, soit des arbres ou des rochers qui sont cachés sous la neige. Dans ce cas, moi je recommande le port du casque lors des sorties de ski de randonnée. Maintenant, vous êtes convaincu, ok, il faut que je porte un casque en ski de randonnée. Quel casque il n'existe pas actuellement de normes casque de ski de randonnée. Il y a des normes alpinisme, casque d'alpinisme, il y a des normes ski de piste, mais il n'y a pas la norme ski de randonnée. Ce que certains fabricants ont trouvé comme solution, c'est de faire des casques qui réunissent les deux normes, qui valident à la fois ces deux normes. L'inconvénient de ces casques, c'est qu'ils sont en général chauds et peu aérés et assez encombrants du fait surtout de la norme ski de piste. Ça les rend difficiles à porter à la montée. À la montée, en ski de randonnée, on transpire, on a besoin d'avoir de l'aération. Et donc, c'est pour ça que Petzl est arrivé avec une solution. Ce n'est pas une norme, c'est une certification. C'est le stade en dessous, mais c'est quand même validé par des laboratoires indépendants. Et cette certification, elle rassemble les éléments, disons, primordiaux d'après l'analyse des risques de Petzl. On voit ici, il y a le Sirocco qui valide ce test, le casque le plus à gauche de l'écran, et le Météor, qui ont tous les deux le label Top Inside, c'est-à-dire une protection un peu plus basse. La diapo suivante et la dernière diapo, ce sera les vivres de course. Donc là, j'ai mis saucisson et barre obligatoire. C'est une blague, hein, vous prenez bien ce que vous voulez. Je ne vais pas vous faire un cours de nutrition ce soir. Par contre, il faut avoir de la nourriture. Ça peut être vraiment un élément de sécurité si on n'a plus de carburant. Moi, je sais que je suis sensible aux hypoglycémies. J'ai toujours de la nourriture en quantité sur moi. C'est vraiment important. Peu importe ce qui vous va. Il y a des gens qui sont plus salés, d'autres sucrés. Ça, comme vous voulez. Par contre, ayez de la nourriture. Et de l'eau. Bouteille isolante potentiellement intéressante, surtout quand il fait froid, pour boire un bon thé chaud au sommet de la rando. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous aurez appris des choses et que cette présentation vous servira dans vos prochaines sorties de ski de randonnée. Merci aussi à Dan Patitucci et la Patitucci Team pour ces belles photos et ces beaux moments partagés en voyage et en ski de rando. C'est tout pour moi. Me revoilà. Merci beaucoup Simon pour cette présentation, cette bonne synthèse, voilà, de qu'est-ce qu'il faut mettre au fond d'un sac. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc voilà, ça commence. Donc Eric Lollet qui nous pose la question, et de la colle en spray pour les peaux. Qu'est-ce que tu en penses, Simon? Oui, c'est une bonne idée.
Honnêtement, ça peut que apporter de la sécurité supplémentaire. Le fait est que c'est pas une habitude que j'ai. Honnêtement, j'ai jamais eu à le faire dans mes 15 ans de pratique de ski de randonnée. Il y a quelques fois où mes peaux ont moins bien collé. Et dans ce cas, j'ai utilisé le tape dont je vous ai parlé. Mais honnêtement, c'est arrivé, je pense, enfin vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main en 15 ans. Et il y a aussi un petit système dont je voulais vous parler. Je ne sais pas si vous voyez là. Un petit système d'élastique, comme ça, vous en trouverez en magasin. Ça permet de. Il est où l'écran? Là. Ça permet de faire tenir une peau, on le tend. Alors bien sûr, ça glisse moins bien à la montée, mais ça vous permet quand même de continuer votre rando et de vous en sortir. Super. Et alors, on a Jérôme qui nous pose la question, est-ce qu'on doit amener des crampons en plus des couteaux ou est-ce que les couteaux suffisent? Ça va dépendre de la préparation de votre course. Si vous avez prévu d'aller dans des pentes raides, dans ce cas, oui, les crampons sont indispensables. En revanche, quand vous analysez votre course, si vous voyez qu'il n'y a pas de pente trop raide, donc là, vous verrez avec les applications aujourd'hui, c'est assez facile de voir. On a une couleur qui s'affiche sur la carte pour vous dire la pente. Vous verrez dans les prochains webinaires. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas de pente, je dirais au-delà de 30 degrés, moi, je ne les prends pas. Et je me satisfais des couteaux. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pour la navigation, bizarre de ne pas parler des cartes papier, au moins en complément des GPS smartphones, qui sont sûrs de fonctionner quelle que soit la batterie, le réseau. Et j'ai vu juste un commentaire juste en dessous de celui-ci, je ne me souviens plus de la personne, mais qui disait, s'agissant des boussoles aussi. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut apporter des outils de navigation en plus des smartphones? Alors, effectivement, moi, je fais partie de cette génération qui n'a plus de carte. J'ai pas de carte. Maintenant, je fais tout en numérique. Honnêtement, j'entends bien, c'est très bien. Si vous avez envie de prendre une carte, si vous avez envie de prendre une boussole, ça peut qu'être un plus. Donc très bien, si vous vous sentez plus confort avec ces outils. Le fait est que les fois où je me suis retrouvé vraiment dans le pétrin, dans du gros mauvais temps, et ben à une carte, une boussole, j'aurais rien pu faire. Aujourd'hui, les smartphones qu'on a, c'est tellement plus puissant, tellement plus ergonomique que pour moi, il vaut mieux, comme je le mettais, prendre une batterie externe en plus et avoir des attitudes de bonne conduite. Par exemple, quand on sort à plusieurs, être sûr que plusieurs personnes ont les cartes téléchargées sur leur téléphone. Parce que c'est quand même rare que tous les téléphones craquent d'un coup. Voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Honnêtement, je me suis retrouvé dans des situations où je défie le meilleur des utilisateurs de boussole de sortir sa carte. Déjà, de sortir sa carte, ça ne marche pas dans certaines situations, quand il y a trop de vent, quand il y a trop de neige. Bon, je sais que c'est un débat qui peut devenir houleux, mais je pense que vous aurez le temps d'en parler pendant le webinaire dédié à ce sujet. Ouais, tout à fait. On a David qui nous demandait, j'emmène toujours une balise de détresse type spot, pas vous? Voilà. C'est une très bonne habitude. Très très bien. Je ne l'ai pas inclus dans la présentation parce que c'est quand même un vrai coût supplémentaire. Que pour les sorties à la journée, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Et si vous l'avez, honnêtement, quand j'ai travaillé en guide, je l'avais tout le temps sur moi parce que je pense qu'on se doit d'avoir plusieurs systèmes de sécurité. Après, en sortie à la journée, on se parle là, on est d'accord qu'on se parle de sorties pas forcément, je dirais, extrêmes ou engagées. Pour moi, c'est pas obligatoire, mais c'est très 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 bien et à mon avis, c'est l'avenir de l'alerte. Ok. Merci. Laurent Bouvier qui nous demande s'il faut prévoir un petit piolet en sécu. Pour moi, c'est comme pour les crampons. C'est-à-dire qu'en général, si je vois qu'on passe une certaine pente, en général, c'est à peu près 30 degrés, où ça va dépendre de la situation. Si vraiment on voit que la pente elle est gelée, eh ben, je vais prendre piolet et crampons en plus. Voilà, c'est ça qui va déterminer. Ok. Moi, je me demandais, j'ai une question sur l'organisation de ton sac. Il me semble que c'est un élément qui peut être important. Voilà, peut-être comment tu t'organises, toi, pour pas mettre peut-être les couteaux au fond du sac, pour pas mettre 10 minutes à sortir tes couteaux si tu es dans une pente un petit peu raide. Comment est-ce que tu as des études d'organisation?
Ouais, honnêtement, je suis pas le meilleur pour ça. Mais idéalement, il faut bien sûr essayer d'analyser les besoins qu'on aura en premier et mettre ces éléments-là le plus facilement accessible sur le casque, sur le sac. Pour les couteaux, c'est vrai que j'aurais pu dire qu'il y a quelque chose que je fais quand je me retrouve dans une situation qui, disons que je pressens que ça va devenir épineux, c'est que je les attache sur le dessus du sac, à l'endroit où on peut des fois mettre les skis. Sur le côté du sac, on a des ranges skis. Et bien là, je viens attacher les couteaux pour qu'ils soient vraiment faciles à prendre sans avoir besoin d'enlever le sac. Et sinon, bah, l'organisation, pour moi, ça revient à mettre les choses dans des petits sacs étanches, comme je disais. Par exemple, si on est sur une journée où il fait très chaud, bah, je sais que ma Gore-Tex, par exemple, ou ma doudoune, je vais peut-être pas la sortir, alors je la laisse au fond du sac. Et puis, comme je disais aussi en début de présentation, c'est vraiment, si on a un compartiment dédié à la pelle et la sonde, c'est bien. Ça permet de pouvoir les sortir rapidement. Et ah oui, la dernière chose, vous avez pu le voir sur l'avant-dernière image, la nourriture facilement accessible. Mais ça, c'est parce que moi, je suis hyper sensible à ça et je sais que j'ai besoin de manger régulièrement et en quantité. Donc, j'ai toujours dans une poche ou dans un côté du sac de la nourriture accessible. Voilà. Super, très bien. J'ai vu une question passer. Ah voilà, la voici. J'entends dire que la nouveauté, c'est de couper les pots en recouvrant l'écart. Mais j'entends aussi dire que c'est dangereux niveau accroche. Avez-vous un avis en tant que secouriste? Oui, j'ai un avis tranché, on ne recouvre pas l'écart. Voilà. Je suis un peu brutal, excusez-moi. Non, je peux. Non, mais franchement, peut-être que c'est une nouvelle mode et je suis pas au courant. Mais je vois vraiment pas en quoi ça pourrait être bien, parce que l'écart, on en a besoin lors de nos traversées dans la neige dure. Et j'ai déjà fait, à mon sens, l'erreur de couper ma peau un peu trop large. Et franchement, on sent tout de suite qu'on perd en accroche. Ce qu'il faut, bah, vous pouvez aller voir, il y a plein de tutos très bien faits sur Internet. C'est que idéalement, la peau recouvre toute la partie en général noire, on va dire, de la semelle et laisse juste les deux quarts sur les côtés apparents. D'accord. Ok. Et pour une sortie à la journée, est-ce que tu prévois de prendre un petit peu de matériel de réparation ou si jamais, voilà. Honnêtement, à la journée, moi j'ai mon couteau multifonction avec le tournevis, la pince et j'ai et pour l'instant ça a toujours marché. Après, quand je fais du raid à ski, là c'est différent. Hein. Là j'ai tout un matériel pour réparer plein de choses. J'ai du fil de fer, j'ai des vis parce que je sais que j'ai certaines vis de ma chaussure qui pourraient partir. Mais voilà, après ça peut être peut-être des choses vraiment particulières. Si vous savez que vous avez une vis de chaussure qui se défait régulièrement, bah, en avoir une en rab. Voilà, mais sinon, pour moi, à la journée, avec juste un peu de scotch et une pince multifonction, ça va quoi. Ça suffit. Ok. Ouais. Enfin, moi, je fais comme ça. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions qui arrivent? Je crois que j'ai vu passer des commentaires sur un peu sur des outils pour préparer sa sortie, etc., comme Géoportail. On en parlera sur les prochains épisodes liés à l'orientation, notamment la carto, la prépa de la sortie. Et puis là, on a Émilie qui nous dit « Ah, mince, j'ai perdu son commentaire. » Alors, on passe à David, mais ça y est, on a déjà répondu à cette question-là. Pour la question d'avant, pour les smartphones, en fait, il y a une génération de smartphones qui était pas très résistante, mais les nouvelles, ça va mieux. Et c'est surtout avoir un téléphone assez moderne. Il y a des téléphones aussi qui existent, qui sont, notamment il y a Crosscall il y a plein de marques qui font des téléphones un peu adaptés à ça, mais ils sont en général un peu plus lourds. Voilà, il vaut mieux tout simplement aller demander dans les magasins de smartphones. J'ai pas un avis tranché sur la question. Il faut juste qu'il soit suffisamment moderne. Ok, très bien. Bon, je crois que. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va clôturer cet épisode. Simon, un grand merci d'être venu ce soir avec cette présentation. On remercie bien Petzl, notre partenaire. Voilà.
Donc moi, je vais vous donner rendez-vous pour jeudi soir à 19h, même heure, pour un sujet important autour de l'activité du ski de rando, même s'ils sont tous très importants. C'est celui de la sécurité neige et avalanche avec donc l'ANENA, hein, qui est un indispensable, on va dire, sur le sujet, l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches. Donc c'est Frédéric Jarry, pour ceux qui le connaissent, qui sera là jeudi soir. Voilà. En attendant ces épisodes, s'il y en a qui n'ont pas pu le voir en entier ou qui souhaitent les revoir, ils sont tous revisionnables sur la page Facebook de la FFCAM et sur la page YouTube de la FFCAM. Donc, merci, un grand merci à vous. Merci. On voit des petits commentaires. Donc, merci à tous. Voilà. Et je vous dis à jeudi. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.